Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Pardonnez-nous, on s'installe, chers amis. Bonjour, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum avec Rudy Stephenson, David Veldwachter. Messieurs, bonjour, salut. Rudy, comment ça va ? Hop, excuse-moi, vas-y. Ouais, je recommence. Alors, bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Radio Pays. Salut David. Bonjour Gilles, je vais faire comme Rudy et saluer nos internautes et les auditeurs de Radio Pays. Et un grand coucou à Rudy Stephenson que ça fait plaisir de voir à l'antenne. Absolument, et moi ça me fait plaisir de voir tous les deux dans la même émission. Je crois que ça fait plaisir aussi à nos internautes et auditeurs puisque... Déjà, je crois que vous êtes chroniqueurs chouchou de Radio Pays parce que les Guyanais aiment vos analyses qui sont des analyses qui viennent du cœur et surtout des analyses qui sont justifiées parce qu'il y a des chiffres, n'est-ce pas Rudy et David ? Oui. Les données justement. Et ça va être simple parce que souvent on est fainéant, on va pas chercher. Et ben nous, pour préparer cette émission, bien sûr, il faut l'épidémie Covid en chiffres. Voilà. Où est-ce que vous avez pris vos données, mon cher Rudy, déjà ? Alors, on se les a partagées. Hein. Absolument. Et on a pris le parti. Alors, pour tout dire aux auditeurs, parce qu'on a bien compris, David et moi, que ce sujet-là nous plonge dans l'émotion, dans le débat, bon, et ça va des fois très 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 loin. Donc on a pris le parti d'aller chercher des chiffres qui sont accessibles sur Internet, via Google mon ami, ministère de la Santé et du Travail, les chiffres de l'Institut Pasteur, DataGouv, d'accord, voilà, c'est des sites que vous allez trouver. Il y a aussi des sites qu'on a consultés. Alors, ce sont des sites un peu plus liés à la santé, aux médecins. On a échangé aussi avec 2 médecins ici en Guyane, donc qu'on remercie, qu'on va pas citer. Hein, ils nous ont pas donné l'autorisation. Ouais. Bref, on a essayé quand même et de se faire le relais un peu de ce qu'on entend depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, ce sont des chiffres tout à fait officiels, ce sont des chiffres que tout le monde peut retrouver. Donc en fait, ce serait sympa de ne pas avoir à débattre
de chiffres qui sont censés être officiels. Moi, je ne vais pas contester. Je ne vais pas chercher si ils ont été trafiqués, pas trafiqués. C'est pas mon sujet. Il y a une responsabilité de l'État d'informer sa population. Maintenant, il le fait à sa manière et via ses sites officiels. Donc, si on veut débattre avec des éléments neutres, objectifs, pour le débat, je crois qu'il faut partir de quelque chose. Donc partons de ça. Moi, je ne me poserai pas la question de savoir est-ce que ça a été trafiqué, est-ce que l'INSEE aussi, on a consulté, on a travaillé sur les chiffres de l'INSEE. Sur l'économie, on a revu le dernier rapport de l'IEDOM. Voilà. Voilà, ce sont tous ces éléments-là. En fait, Gilles, il faut comprendre que ce sont de toute façon ces éléments qui aident à la décision politique. Chiffre officiel, bien sûr, mon cher David. On aura beau s'insurger, mais c'est comme ça. On a titré une épidémie qui dérange, David, Rudy, pour nos auditeurs donc et nos internautes, une épidémie qui dérange. Pourquoi on le dit ? On le dit parce que David, même des médecins sont pas d'accord, des politiques sont pas d'accord, des spécialistes sont pas d'accord, pas que médecins d'ailleurs. Et en attendant, les choses avancent uniquement à travers le regard du Covid, même si cette crise sanitaire démocratie. Je crois que si on écoute, on refait un petit tour sur l'édito de Jean-Paul ce matin, oui. Pendant la crise, il montrait que les grandes puissances se sont enrichies. En gros, toute crise crée un écart entre les pauvres et les riches qui est encore plus grand. En gros, ça a grandi. Absolument. Et malgré la Covid, qui n'est pas si unique, qui est une crise, au final, et on revoit encore le même schéma. Je crois que près de 500 milliards de plus pour les 10 ou les 100, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas pour les premières puissances, les premiers milliardaires dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'attarder un peu pour effectivement cette crise qui dérange, c'est une épidémie qui dérange, mais tout simplement parce que tout le monde à des niveaux différents, on l'a subi de façon différente, sous l'émotion évidemment, c'est humain, on parle de l'humain donc il y a de l'émotion et c'est normal, mais maintenant est-ce que le rapport des actions bénéfice-risque est évalué et perçu de la même façon par chacun? Il y a, alors c'est intéressant, il y a déjà Denis qui est très actif sur le Facebook, dans quel monde vous trouverez que tout le monde est d'accord? C'est une très bonne question. C'est le débat, mon cher Denis. Justement, on voulait y venir. C'est d'où ce débat, de toutes les façons. Donc, non, mais quelque part, vous introduisez le débat. Oui, mais justement, je réponds à Denis. Le but, c'est qu'on soit d'accord. Pour faire les choses, quand même, il faut de toute façon être d'accord. C'est un objectif, être d'accord. Le problème, c'est que de juste s'arrêter à dire que voilà. Oui, est-ce que tout le monde n'est pas d'accord? Oui, absolu. C'est un classique. Et il a raison, effectivement. Dans on n'est une pas famille, d'accord sur tout. Nos actions en commun, il faut bien être d'accord sur quelque chose. Bien sûr. Donc là, les débats, a priori, devraient, pourquoi pas, servir un peu à faire en sorte de balayer ce sur quoi on n'est pas d'accord, pour à la fin, quand même, arriver à un accord. Ça peut être, effectivement, je vais pas être d'accord avec David aujourd'hui, sur certains points. À la fin, on peut être d'accord du fait de n'avoir pas été d'accord. Oui, bien sûr. J'ai failli dire je suis d'accord. mais tu as raison, il faut le dire. C'est la démarche même. Et sur l'épidémie qui dérange, je sais que tu ne veux pas poser la question. L'épidémie qui dérange. Moi, l'épidémie nous dérange tous. Ben oui, parce que ça nous dérange dans nos familles, dans nos cercles de proches, dans notre milieu professionnel, dans nos entreprises, dans nos activités, tout simplement. C'est une épidémie qui dérange. Mais toutes les épidémies dérangent. Et alors, en chiffres, ça donne quoi, mon cher Rudy? Alors, on va y venir sur les chiffres, mais j'ai presque envie de te dire aussi, pendant que nous, on est en train de parler là, et puis avec nos auditeurs, nos auditrices, encore de ce sujet-là, pendant ce temps-là, mardi 26, il y avait le gouvernement, le ministre de l'Outre-mer, qui était avec le Conseil économique et social à Paris, en train de valider 20 préconisations pour la fameuse loi 4D qui va être la nouvelle décentralisation pour les Outre-mer. Donc 20 mesures, d'accord, du plan de relance pour les 11 territoires d'Outre-mer. Alors pendant qu'on est là en train de faire des débats, eh bien la machine avance et la machine continue d'avancer. Certains d'entre eux étaient vaccinés ou pas, on y reviendra. Mais toujours est-il que le gouvernement, lui, il avance. Et c'est pas que ça. J'ai noté la transition écologique. Il y a une grosse loi qui arrive, qui va impacter notre façon de vivre. Autant que le virus.
Eh bien, c'est en train d'être discuté, là. Bien Mais sûr. nous, qu'est-ce qu'on fait? On est avec toi, Gilles, et ça nous fait plaisir. Hein. Bien sûr. On est en train de parler. Mais c'est pour ça On qu'on est en en train de parle. parler d'une épidémie. Ça me fait sourire. Et ça interpelle. je dis pas David. qu'il faut pas le faire. Non, non, bien sûr. Voilà. C'était hier, hein, Gilles. Oui, oui. C'est hier que je t'envoyais, tu vois, et quand on préparait Et l'émission. pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, Oui. et je mettrai une des affiches de Guya Web là, qui disait qu'il y avait 84 kilos de cocaïne qui avait été saisis depuis le début du mois. Absolument. Donc 44 kilos en 4 jours. Mhm. Voilà. Et ça relève d'autres problèmes. De douane notamment, bon, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une grosse émission là-dessus, mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pendant qu'on est tous dans l'émotion de l'épidémie, il y a plein d'autres choses qui se passent et sur lesquelles on oublie également de se focaliser. Absolument. Et voilà. Donc Et de faire attention. et qui auront des conséquences. Et bien sûr, il faut faire attention et de toutes les façons, allez, c'était pas prévu comme ça dans l'émission, parce que je regarde l'heure, ça va vite, c'est pas prévu comme ça, mais est-ce que ça pose un problème? Je prends le temps de poser la question. Dans notre démocratie, le fait de cette crise sanitaire où un président de la République, allez, Emmanuel Macron, qui a tous les pouvoirs, et le pays est tellement anxiogène que du coup, est-ce que ça pose pas un problème dans la démocratie? Peut-être qu'on ne pourra pas voter demain. Ce que vous dites là, c'est-à-dire que quand le pays est anxiogène, le grand patron, le président de la République, ben c'est lui qui tire les ficelles, quoi. Il n'y a pas de problème. Vas-y. On a en mars, j'ai eu le plaisir avec toi, Gilles, de avril aussi, hein, je crois, sur une période assez longue au début. C'était très intéressant, mais difficile comme période, mais très intéressant. On a eu Patrick Lingibé qui est venu, on a travaillé, on a fait 2 ou 3 émissions avec les auditeurs, hein, d'ailleurs. C'était très intéressant dans ce sens-là, où on a parlé de quoi? On a parlé de l'article 16 de la Constitution française. Cet article qui permet aujourd'hui, d'accord, que le gouvernement décrète l'état d'urgence sanitaire. Qualifié. L'état d'urgence sanitaire. Pour le coup, sanitaire pour le coup. Oui. Mais voilà, ça c'est dans la Constitution de la République française. Il n'y a rien d'antidémocratique, d'accord? Il n'y a rien d'irrégulier, il n'y a rien d'illégal. Ce décret a été présenté, il a été soumis pour sa prolongation à 2 reprises au Parlement, qu'il a voté, donc démocratiquement, d'accord? C'est pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'opposition, mais en tout cas, ça a été voté. Et ça encore, ça correspond aux institutions de la République française. Ensuite, que dit l'état d'urgence? On va faire vite parce qu'on a déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus. Ça donne tout simplement, effectivement, pas des pleins pouvoirs, mais des pouvoirs importants, notamment celui d'entraver la liberté de circuler, de se rassembler, voilà. Entre les mains du président de la République et du Premier ministre. Et du préfet par délégation. Ensuite, oui, voilà, puisque ça redescend dans la chaîne. Dans l'idée, pour compléter, Rudy, hein, comme en fait le préfet est là pour apprécier sur chaque territoire une progression qui va être différente en fonction du territoire, doit pouvoir adapter ses mesures en fonction des remontées sanitaires qui lui sont faites. Et ces dispositions sont votées. Donc, moi, je veux bien entendre. Hein. Elles sont pas toujours... Non. Si, les dispositions. La loi de novembre dispose qu'effectivement, très clairement, de comment, effectivement, la chaîne je comprends pourquoi tu dis ça. Mais ça veut elles dire ne pas voter au coup par moment donné. Ça veut dire c'est ça la seule arrêter différence. de faire des discours dans le vide. Ben, c'est pas un coup d'État, quoi. Je veux dire, moi c'est voté. Je ne suis pas pro-Macron, pro un président, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pas ça le sujet. Mais à un moment donné, si tu me parles de démocratie, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Après, je peux être effectivement offusqué, je peux à titre personnel, intellectuellement, voilà, dans ma moralité, dans ma conception personnelle de la démocratie, de dire que ce n'est pas normal. Mais à ce moment-là, je fais quoi, Gilles? C'est-à-dire que quand il y aura des présidentielles qui vont arriver, eh ben je vais aller voter. Quand il y aura effectivement des représentants locaux à élire, j'irai voter. Je ne serai pas dans les 60% qui ne votent pas. Bon, ça c'est ma petite parenthèse. C'est vraiment une réponse de juriste, hein, quoi qu'on dise, que j'apprécie. Hein. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un petit côté dû peut-être au manque d'informations que nous avons. Et effectivement, elle a été renouvelée, tu parlais en novembre ou fin octobre, je sais plus. On en a parlé, hein, les médias en ont parlé. Non, mais tu sais, des fois, parler et comprendre, c'est autre chose. C'est-à-dire entendre quelque chose et le comprendre, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qu'on peut faire, mais qu'en règle générale, il n'y a plus besoin de ça. Effectivement, les pouvoirs du préfet, pour faire court, sont augmentés. Donc, effectivement, on peut, du jour au lendemain, avoir un autre décret. Parce qu'en fait, pour que ça puisse être applicable, c'est par décret.
Et c'est là que va venir le problème. C'est quand on nous met, Rudy, des mesures où la population se dit, mais c'est quoi ces mesures qui me tombent sur la tête sans qu'on m'ait demandé mon avis? Ben, c'est parce que par effet de conséquences, comme l'a décrit Rudy, ce pouvoir, on l'a donné au préalable au président de la République. Enfin, très peu de personnes, en mars, quand on est dans cette période où on découvre qu'il y a une crise sanitaire, au fait, dans l'Hexagone, ils ont fêté les 1 an de la Covid-19. Alors après, ça dépend si tu prends le calendrier. Non, depuis Yuan. Dans l'Hexagone en France, voilà, ça fait 1 an. Bon, s'ils trouvent le moyen, je sais pas comment fêter. Non, mais c'était de l'humour. Quand ils ont dit ils ont fêté, ils sont revenus. Voilà, toutes les contradictions du gouvernement à l'époque. Alors, ils ont montré des images de médecins qui disaient ne mettez pas le masque, c'est ridicule, etc. C'était assez grise, assez flippant. Mais c'est tous ces événements qui expliquent effectivement. Il n'y avait pas de masque, il y avait tellement d'autres choses. Il est légitime que la population se pose des questions, cela étant. Mais bon, pour revenir sur ce qu'on disait, je comprends ce que tu veux dire, David, mais à un moment donné, il y a par exemple Emmanuel Macron qui prend la parole en octobre. Toutes les chaînes se sont arrêtées. Quand vous allumiez la télé, vous avez l'allocution du président de la République. Comme à chaque fois. D'accord? Radio Pays a retransmis. Enfin, tous les médias. C'était sur les réseaux sociaux donnés. Je reprends la parole samedi. Continue. Ah ben, il faudra peut-être mieux écouter qu'en octobre. Mais je l'ai noté avec soin. J'espère le retrouver parce que sa déclaration est claire. Ce jour-là, bon, je retrouve pas précisément, mais tu te rappelles. Emmanuel Macron dit très clairement, d'accord, en octobre, quels sont les objectifs qu'il fixe. Il le dit. Retourner au travail, rouvrir les universités, les écoles, reprendre une activité économique. Voilà l'esprit de la loi qui vient après, en novembre, pour renouveler l'état d'urgence, pour remettre en œuvre l'état d'urgence qu'on connaît aujourd'hui. Les objectifs sont clairement édictés par le président de la République. Je n'ai entendu personne, ni de la classe politique ou autre, ou très peu, voilà, pour être un peu nuancé, très peu, question de timing, aller dans la rue, aller devant la préfecture, aller machin. Question de timing, les gens avaient peur à l'époque. Les gens avaient peur. Question de timing. Je pense que beaucoup de gens ont quand même compris ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis désolé, il est en train de faire ce qu'il a dit. Question de timing, il sait très bien à quel moment il le dit. Quand tu as peur, t'entends ce que tu veux entendre. Ça fait 3 fois en 1 minute que tu prononces le mot peur. Dans cette épidémie qui dérange, la peur est réelle. Bien sûr. La peur est réelle. Les gens ont peur. Et effectivement, quand on a peur, il faut comprendre que c'est humain. Des fois, on ne prend pas la bonne décision. Tu as un feu qui vient là. Tu as un drap là. Peut-être que ta première réaction, c'est de dire... Je mets le truc, le mais la personne agit quand même. Qu'en dirait-on si celui qui avait l'objet à côté ne l'a pas pris? Parce que des fois, tu prends le drap, tu l'arrêtes. Voilà. Mais effectivement, il faut chercher l'extincteur, faut mettre de l'eau. Mais quand est-ce que tu as peur, David? Quand Emmanuel Macron, j'ai retrouvé la phrase, sans t'interrompre. Il dit clairement, notre objectif est de réduire les contacts privés, d'accord, qui sont les contacts les plus dangereux. Le monsieur, pour pas dire un autre mot, il le dit clairement. On était en quelle période? Octobre. Sauf que le Covid, ce qui est valable hier ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera pas demain. Pour préparer clairement l'état d'esprit dans lequel il va mettre en place ces mesures. Rudy a raison. Le président donne la ligne. Oui, bien sûr. Sauf que, je le prends souvent dans des débats privés, il ne faut pas se tromper sur l'objectif. L'objectif n'est pas de réduire les contacts privés. L'objectif est d'arrêter la propagation du virus. C'est ça le vrai objectif. Maintenant, comment on va y arriver? Toka transforme ça Bougadi. Non, je ne le transforme pas, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Ça reste un homme, il peut des fois pas se tromper, ça serait exagéré. Mais il faut prendre les choses dans leur contexte. Et il faut quand même un moment qu'on soit factuel. L'objectif est de réduire l'épidémie, la propagation de l'épidémie. On en a peur. Lui-même en a peur. Lui-même, malgré toutes les mesures barrières, etc., a été touché. Ça veut dire que j'entendais, j'allais dire le collègue, le docteur Kassanji ce matin sur la radio, qui disait, bon, la façon sûre de se prémunir du virus, c'est de respecter les gestes barrières. Malheureusement, si ça suffit, nous pas de ce problème.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'entends en début de semaine, maintenant avec la nouvelle variante, c'est plus 1 mètre, c'est 2 mètres. Bon, on ne sait pas. Ça, c'est une vraie vérité. C'est ce que je dis. C'est qu'on ne sait pas à 100%. Mais comme n'importe quelle épidémie ou maladie. Par contre, ce qu'on doit savoir faire, c'est que quand il y a une règle, qu'elle nous dérange ou pas, il faut qu'on fasse tout pour la suivre. Parce que c'est cette règle, dans le fondement même de la démocratie. T'es au cœur du débat, là. Dans le fondement même de la démocratie, permet de fonctionner en société. La société, c'est pas Rudy, c'est pas Gilles, c'est pas David, c'est l'ensemble de ces personnes qui cohabitent. Donc, évidemment, le président de la République doit amender ses règles, le temps d'un instant, pour que cette société puisse cohabiter le plus possible en bonne santé. Bonne santé sociale, bonne santé financière, bonne santé quoi d'autre? Psychique. Et en l'occurrence, c'est compliqué. C'est compliqué maintenant pour nous, là, dont on a chaque fois que le message, il change. J'entendais hier ou ce matin très tôt que bientôt, les masques en tissu seront interdits. Ouais. Non, mais bon. Écoute, alors, messieurs, trois réactions très intéressantes sur le Facebook Live. La peur est venue avec « Nous sommes en guerre ». Vous vous rappelez? Oui. Nous sommes en guerre, notre ennemi est invisible. C'est Denis qui le dit. Oui. Laurent qui dit « La peur vient de l'inconnu ». Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas avec cette crise sanitaire. Et encore, on a peur quand on ne sait pas contre qui on se bat. On a aussi peur quand on fait peur. C'est un petit peu ce qui revient notamment sur le, non, pourquoi le Facebook Si je peux Live. me permettre de faire un discours sur la peur, allons-y. Et là, permettez-moi, c'est-à-dire qu'on constate que les gens ont peur. C'est un abus de langage. Mais dans mon fonctionnement, moi, la peur n'est pas réelle. Ce qui est réel, c'est le risque. La peur, c'est une projection de ce qui résultante de ce... C'est la résultante de la projection qu'on va se faire dans son esprit. Ok? Donc tu vas sortir, je dis un truc tout simple, tu vas sortir, tu sais qu'il fait moins 10 degrés dehors, t'as rien sur toi, tu as peur de tomber malade. Parce que tu sais que si jamais tu vas non équipé dans le froid, il y a un fort risque que tu tombes malade. D'accord? C'est le risque qui est réel. Donc on doit se prémunir du risque, d'accord? Pour justement éviter que cette projection-là soit réalisée. Mais c'est en ce sens que quel que soit le dirigeant qui est en responsabilité, agit. Non, on n'est pas toujours d'accord. Alors, je suis pas d'accord avec la fin. Ensuite, je vais faire une comparaison pour éclairer nos auditeurs sur la dengue, le palu, l'Ebola, par exemple. On parle de la peur. Il y a des chiffres qui sont accessibles. On le répète. Il faut pas hésiter à aller les chercher. Après, c'est compliqué. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment, c'est ce que je fais. Je vais d'abord sur des sites officiels. Bien sûr. Après, je compare les informations que je trouve sur des sites officiels. Absolument. Et c'est une mine d'or. Parce que entre le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur, des fois, il y a des choses qu'il faut en réfléchir. Oui. Qu'est-ce que nous, on a trouvé aujourd'hui quand on parle de janvier? Juste avant que tu donnes ces chiffres, je te donne un seul exemple. Les Guyanais le vivent. Lorsqu'à un moment donné, il était question d'être obligatoirement vacciné contre la fièvre jaune, une deuxième fois, 10 ans après. 10 ans après. Vous allez sur le site de l'OMS, il vous dit, on n'est pas sûr. Sauf que lorsque vous mettez sur, par exemple, les compagnies aériennes qui vous disent « Ah, vous n'avez pas renouvelé votre fièvre jaune », ah ben oui, mais l'OMS me l'interdit. Quelle contradiction également entre l'OMS et un institut autre. Déjà là, on peut être perdu. Voici un exemple que les Guyanais même, certains qui nous écoutent, ont dû le vivre. Vous n'avez pas renouvelé votre fièvre jaune. Ah ben oui, mais l'OMS dit une, pas deux. Mais si tu veux bien, on va y venir sur les vaccins, puisqu'on a regardé, on a travaillé un peu là-dessus pour comprendre nous-mêmes. Mais on parlait de peur. Humblement, moi je me dis, j'essaye de me renseigner, de m'informer quand je m'inquiète de quelque chose. Moi, je me suis d'abord inquiété d'avoir plusieurs sources d'informations, qui plus est contradictoires, mais c'est pas nouveau. Il y a d'autres domaines où c'est pire. Là, sur ce domaine de l'épidémie Covid, on a relevé en janvier, c'est-à-dire au moment où on parle, qu'en France, c'est 2,97 millions infectés, de personnes infectées, pardon. D'accord. Sur ces, allez, on va dire 3 millions, on pourra arrondir, c'est un peu morbide. 272 000 personnes sont guéries sur quasiment 3 millions. C'est vrai, on ne parle pas assez des guéris. Infectées. Et on n'en parle pas souvent. Ouais. Et 70 422 décès, ça c'était au 18 janvier 2021, la semaine dernière. Un autre chiffre qui est interpellant, qui est pas trop compliqué à comprendre, c'est ce qu'on appelle le taux de létalité. C'est-à-dire que la force
voilà, la mortalité du virus en question. Combien de personnes en meurent, si pour faire simple? 3% pour le Covid. D'accord? On est entre 30 et 90% pour des maladies comme le palu ou l'Ebola. Ça, c'est pas moi, Rudy Stephenson, qui le dit. Je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste. Ce sont les spécialistes qui mettent ces chiffres-là. Sur les sites officiels, ouais. Sur des sites de statistiques officiels. David les a trouvés, je les ai trouvés. Donc, voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de revenir, effectivement, à une sorte de, comme tu disais, de prendre du recul vis-à-vis de ce qui peut angoisser. Rudy sur la méthode. Mais ça n'empêche pas qu'on doit faire quand même le constat, Rudy. Le constat, je te l'amène, David. Je te l'amène, David. Le constat, c'est que on peut se poser la question et tu me réponds, parce qu'on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Si, malgré que on explique aux gens que c'est pas une maladie qui tue, entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets quand je dis ça, qui tue plus que d'autres qui existent encore aujourd'hui, enfin vis-à-vis de virus ou de bactéries qui circulent aujourd'hui. Ok. En plus, les symptômes se soignent. S'agissant du Covid, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui, en fait, réellement fait peur? C'est ça, en fait, finalement, la question. Parce que j'ai l'impression qu'on aura beau expliquer ça, ou que 10 millions de scientifiques auront beau expliquer les mêmes chiffres, ce sentiment, comme tu dis, David, va perdurer. Maintenant, il y a une raison. Et c'est cette question-là qui devient effectivement essentielle. Et je te rejoins. C'est presque vicieux ce que je viens de dire. Non, mais bon, c'est dans le débat. Pourquoi? Parce que non, mais je reviendrai, mon cher Rudy, là-dessus un peu plus tard. La vraie chose, c'est que ça existe. Les gens ont peur. Et tout le monde n'est pas Rudy Stephenson. Et pour dire, je vais aller sur mon ordinateur et me dire qu'il faut aller sur Santé France ou machin, etc. Bon, bien que comme il a raison, avec Google, mon ami, il a trouvé d'autres bêtes, il a trouvé. Absolument. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a peur n'a plus un raisonnement, un fonctionnement logique. Il a un fonctionnement de quelqu'un qui a peur. Rudy a l'air d'être quelqu'un qui a peur? Non. Il est dans un comportement logique de quelqu'un qui a toute sa tête et qui se dit, Rudy a pas de bouc à paniquer. Et qui fait des analyses. Bon, il y a des gens qui paniquent. Non, mais il faut le comprendre. Je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas là pour les juger. Il y a des gens qui paniquent. Et à partir du moment où tu es sur la panique, ne demande pas à la personne d'avoir un comportement logique. Et diriger, c'est ça. C'est tenir compte que vaut mieux pas paniquer quand on est dirigeant. Non. C'est qu'attention, il y a des messages qu'on va dire que la personne ne va même pas entendre la fin de la phrase. Exemple, il y a une bombe à... Quand il attend, la personne entend, il y a une bombe, il va même pas entendre que tu vas dire à Amsterdam, par exemple. Il va attendre dire, il y a une bombe, il peut déjà commencer à courir. Tu comprends? On ne connaît pas le passé de chacun, etc. Chacun a une histoire, un ressenti qui est différent. Et la difficulté de ça, c'est qu'on doit agir dans la précipitation. Pourquoi? Parce que chaque décision, en l'occurrence, qui va dans le sens de limiter la propagation du virus, on ne peut mesurer. Et en plus, c'est pas pour dire qu'il n'y aura aucune nouvelle donnée, aucun nouveau variant, aucune nouvelle frontière ou je ne sais quoi qui va arriver. D'accord? Donc c'est très compliqué. Donc, et les analystes là-dessus, je crois qu'ils n'ont jamais été autant sollicités. D'accord? Pour autant, ça n'empêche pas qu'on doit à un moment faire un constat objectif. Moi, je crois que dans cette fameuse guerre de la lutte contre la Covid-19, on a peut-être exagéré sur la peur, sur ce facteur peur, pour se donner un peu plus de pouvoir pour légitimer certaines décisions. D'accord? On pourrait faire toute l'émission là-dessus. Mais par contre, là-dessus, je crois qu'il est nécessaire d'entendre qu'il faut adapter la communication à la cible. Quand Rudy parle de taux de létalité, il lui-même disait, les médecins vont m'en vouloir. Je crois qu'il est peut-être plus simple des fois de dire qu'il y a 3 personnes sur 100, parmi celles qui ont été atteintes du virus, il faut le dire. Vas-y. Sur 100 personnes qui ont eu la Covid, il y en a 3 qui vont mourir. Voilà ce que ça veut dire. Ça, pour moi, je ne trouve pas de façon plus simple de le dire. Je vais aller plus loin. Ça veut dire qu'il y a 77 autres qui vont s'en sortir. La vérité maintenant, c'est que c'est une statistique qui peut évoluer en fonction des changements des virus, etc. Exact. Comme je le disais en début d'émission, rien n'est connu parfaitement. Par contre, on ne peut pas faire comme si on ne connaît pas un minimum. Et on doit agir dans la probabilité. On sait qu'on va prendre à peu près pour aller de Caen à Kourou à peu près 10 minutes. De Caen à Montjoly, pardon. De Kourou, c'était compliqué.
cours, par exemple. Et c'est ça qu'on appelle la raison. Pourtant, elle doit être partagée. Pour être partagée, elle doit être expliquée. Dans ça, le danger, on ne parle pas que des gens qui meurent. La Covid a des effets secondaires. Et effectivement, même s'il y a des personnes guéries, il y en a beaucoup après même qu'elles ne soient plus, comment dirais-je, elles ne transmettent plus le virus, d'accord? Donc on pourra dire grossièrement qu'elles n'ont plus la Covid. Elles souffrent. N'oubliez pas que la Covid en elle-même n'est pas la maladie. Ouais. C'est ce qu'elle provoque. Je ne vais pas être trop technique, mais ça veut dire que derrière, on peut avoir des effets qui durent, notamment en termes on fait avoir des troubles respiratoires importants et qui vont durer. Et ça, pardon, c'est pour 20 personnes en plus des 3. Avant que tu prennes la parole, Rudy, simplement dire à nos auditeurs, j'ai bloqué le standard, parce que je voudrais qu'on apporte des explications d'abord à nos auditeurs. Je vais vous le dire quand on va réouvrir, parce que je sais que les auditeurs veulent débattre avec nous au 25 76 25. Mais je voulais d'abord que Rudy, David, que vous développiez un petit peu sur les différents sujets. Je voudrais qu'on parle du vaccin également. Et puis, bien sûr, comment sortir de cette épidémie si vous avez une piste de solution. Et c'est curieux parce que poser une telle question alors qu'on est en plein dedans, on voit même pas le bout du tunnel. Oui, et j'ose quand même vous dire comment on peut s'en sortir, alors que peut-être ça va être plus gros demain, sans faire peur à personne. Non, mais c'est surtout. Sans faire peur à personne. Surtout poser la question à David et Rudy. Oui. Bon, tu poses la question. Donc je vais dire aux auditeurs quand on ouvre le standard. Oui. Et pourtant, c'est à vous que je pose la question. Tu oses. Donc, nous, on va oser répondre. Absolument. Mais c'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. S'agissant, effectivement, on était donc, c'est vrai, on a démarré plus sur la gestion du Covid et on pourra toujours y revenir. Nous, on s'est renseigné et on va partager ça aux auditeurs sur cette question de vaccin. Bon, on a tout entendu. Hein. Oui, le vaccin, oui. On en entend encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que des médecins nous disent ? Très clairement. C'est quoi l'objectif d'un vaccin? C'est pas de soigner une maladie. Ça a l'air bête de dire ça, mais c'est intéressant de le comprendre. Il faut le dire, ouais. D'accord. Le but d'un vaccin, c'est d'éradiquer un virus, une bactérie, voilà, pas freiner, mais d'éradiquer une épidémie. C'est ça le but d'un vaccin. C'est le but d'un vaccin, absolument. Il faut vraiment. Et je crois que ça a été beaucoup martelé pour qu'on comprenne déjà à quoi ça sert. C'est pourquoi on fait un vaccin, c'est pour ça. C'est bien de le dire parce que je ne sais pas si on l'a entendu aussi clairement. C'est ça le problème. Et voilà. Non, on l'a pas entendu assez clairement. Parce que les gens disent, est-ce que je vais me piquer, c'est bon. Et tu sais pourquoi? Parce que ceux qui en parlent croient que les gens savent à la base à quoi sert un vaccin. Bravo Rudy pour ça. Donc c'est des questions qu'on a posées tout aussi simplement. On l'a jamais vraiment entendu aussi clairement. Ah oui, alors je précise aux auditeurs, ce n'est pas David et Rudy, ce sont des médecins qui nous répondent. Oui, bien sûr. Bon, on va juste respecter comme nous le fait qu'ils ne veuillent pas qu'on en. On l'entend différemment parce que tu n'es pas médecin. Ensuite, ça peut jouer aussi. Continue. Je vais juste qu'on a compris. Le vaccin en question, comme un médicament, n'importe quel médicament, il va être construit, élaboré en phases. Il y aura des phases. Il y a 4 principales phases. Il y a une phase, et là je vais être précis. Alors, il y a d'abord un moment préclinique. Donc là, on va effectivement travailler, les chercheurs, c'est ce qu'on voit dans leur labo, formulation de vaccins, ils font de l'expérimentation animale et tout. Après, il y a une phase 1. Là, ce sont les premiers essais sur un petit panel de volontaires, 10 à 100. On mesure ensuite les effets de ces premiers tests. Phase 1. Phase 2, un panel qui grossit. Et ça va être pareil ensuite. Donc, de 100 à 1000 personnes. Là, pareil, on va mesurer la tolérance, les réponses, comment le vaccin... bénéfice-risque. Voilà. Bénéfice-risque, effets secondaires, etc. Phase 3, là, on passe à une grande échelle. C'est ce qu'ils appellent la grande échelle. C'est 1000 à plus de 10 000 personnes. Là, c'est ce qui s'est passé pour le vaccin dont on parle tout le temps, Pfizer. Ça a été plus loin, là, pour celui-là. Phase 3. Ouais. Et là... Phase 4, il n'y a pas eu pour l'instant, non? Et là, phase 4, on y est. En fait, au moment où on parle, on y est. C'est une phase de mise sous licence. C'est-à-dire que le vaccin, donc comme aujourd'hui, il est mis sur le marché. Mais et on attend les réponses. Il y a dans cette phase une surveillance qui est faite. Donc les gens sont tracés. On va leur faire remplir des documents. Ceux qui prennent les vaccins, ceux qui l'ont pris pourront témoigner ou pas. J'en sais rien.
L'application du vaccin, donc à grande échelle, on y est, hein, c'est le cas. On y est, oui, Dernière phase. Et il y a un contrôle, une surveillance. On entend parler de pharmacovigilance, un terme que je ne connaissais pas. Par exemple, on entend parler de thérapie génie. Tous ces termes un peu compliqués, en fait, nous indiquent qu'on est dans cette phase, au moment phase où on parle. Pour savoir, avec du recul demain, ben là, c'est à grande échelle. C'est-à-dire que les gens vont se faire vacciner, mais ils seront observés, ils seront surveillés. On va surveiller comment se comporte le vaccin. Alors, c'est vrai, moi, j'ose le dire, c'est pas encore pour rajouter de l'angoisse à l'angoisse, mais c'est comme ça que ça se passe, a priori. S'il y a un problème avec le vaccin, mais demain avec un médicament, eh ben, c'est dans cette phase qu'on va voir. S'il commence à tuer des millions de personnes, eh ben, à ce moment-là, boum. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je donne la parole à David. Ce matin, Mirdad Kazandji était donc chez Jean-Paul et Kylian, hein, dans Supplément Pays. Il peut appeler si j'ai dit des bêtises. Et non, justement. J'ai trouvé ça honnête de sa part, lorsqu'on lui a posé la question sur cette phase. On a l'impression que certains voulaient cacher. Oui, on est sûr, certains médecins. On est sûr, c'est bon, allez-y, prenez la piqûre. Non, Mirdad Kazandji, directeur de l'Institut Pasteur, vous dit, on surveille, on regarde, et on verra demain ce qui marche, ce qui marche pas. Mais le discours est tellement simple et clair. Et je crois que tant que les médecins n'auront pas un discours aussi franc, comme le médecin que j'ai eu quand il était venu avec Clara Debord pour l'ARS, quand on lui pose la question, une fois que j'ai pris la piqûre, je suis sauvé? Non. Mais il ne faut pas que les médecins fassent croire que j'avais guyanaise pour la population en général. Avoir ce discours de vérité, c'est capital pour moi. Alors il y a une chose qui est dite aussi, je vais juste rajouter David, comme ça, on aura fini de faire ce point-là en ce qui nous concerne, en termes de partage d'informations. Les médecins nous réexpliquent, effectivement, malgré tout, à quoi va servir le fameux vaccin, ce dont on parle, celui qui est administré en ce moment, le Pfizer. Ce vaccin-là, en fait, permet juste à la personne qui le reçoit d'être protégée, de ne pas développer les symptômes du Covid. Mais ne le rend pas moins contagieux. Donc, il continue, si demain, il a quand même, il est à nouveau infecté, il pourra infecter d'autres personnes. Le vacciné pourra infecter d'autres personnes. C'est pour ça qu'on entend que les gestes barrières, le masque, le port du masque, vacciné ou pas, il faut que ça va rester. Non, mais c'est important sur ça. Ça veut dire que, et je termine alors, Gilles, je termine. Ça veut dire que pour tous les débats que moi j'ai pu entendre jusqu'à hier encore, la question elle est purement individuelle et morale. Hein. C'est tout, parce que le vaccin, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Donc c'est purement individuel et moral. Donc pas de pression pour ceux qui ne le prennent pas. Moi je me fais vacciner, je me fais vacciner pour moi. Absolument. Pour moi seul. C'est pas pour préserver l'autre, c'est pour me protéger David, moi. Attendez, c'est important parce que voilà ce qui revient souvent. Et c'est important parce que ça correspond à ce que tu dis et ce que peut-être va dire David. Maureen qui dit, attendez, il y a tellement de messages. Maureen qui dit, alors, on vend des vaccins, c'est payant. C'est comme ça que ça fonctionne un vaccin. On est dans cette phase 4. Non, ça fonctionne, mais ils surveillent. Ils continuent de surveiller à grande échelle. Non, mais il faut répondre à Maureen. Non, mais on va répondre à Maureen. Parce que ce que dit Maureen et aux autres, ce que dit Maureen est sensé et réel, car c'est sans ressenti. Absolument. Comme d'autres. Lui dire que c'est pas aberrant. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on prend les informations dans une partie. Quand on écoute les informations, on dit les gens meurent de la Covid. Il y en a 3 sur 100. Je sais pas, j'ai fait des maths, on est plus proche de... Les gens vivent que les gens meurent. Pourtant, on n'entend pas dire les gens vivent de la Covid. D'autant qu'il y a des traitements. Tu sais ce que vous voulez, voilà. C'est ça. Donc c'est pareil. Si je devais mettre ça dans le rapport des vaccins, on ne serait pas à 3 sur 100 où ça marche pas. On serait en dessous de 1 où ça marche pas. D'accord? Donc on peut pas dire que ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. Alors, ça marche s'ils mettent sur le marché. Attends, David, juste pour être précis, pour répondre à Maureen. Quand ça arrive sur le marché, ça a passé toute une série de tests, d'autorisation. Quelles sont les phases, c'est tout. C'est ce que tu as dit. Oui, et la dernière phase, donc, c'est la mise sur le marché, donc, à grande échelle. Par contre, dans cette phase, comme c'est à grande échelle, moi, je ne suis pas David, je ne suis pas Gilles, je ne suis pas Maureen. Et donc, à cette échelle-là, il faut surveiller, c'est ce qu'ils appellent la pharmacovigilance, parce que effectivement, demain, on peut se rendre compte que là, c'était que 40 000 personnes qui ont été testées sur ce vaccin-là, mais là, maintenant, c'est des millions de personnes. Si ça tue 500 000 personnes demain, on fait quoi ? Ils arrêtent. Donc, c'est cette phase de surveillance dans laquelle on est. Donc, ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionne pas.
Parce que Non, mais c'est très pas précis ça. ce que tu viens de Sur dire. les gens, de C'est précis façon ce que tu viens de générale, dire. et même nous, faut être clair, on aurait voulu avoir. C'est une réponse ferme. Qui ne veut pas d'une réponse ferme dans la vie? Tu vas acheter une baguette, tu veux savoir combien elle coûte. Tu veux pas qu'on te dise que c'est entre 20 centimes et 1,20 €. Donne-moi le prix de la baguette. D'accord? Puisque tu la payes. Nous, on veut une réponse précise. Aujourd'hui, médicalement, scientifiquement possible, parlant, ce n'est pas possible d'avoir une réponse aussi ferme. On est sur de la probabilité. C'est comme vous allez voir votre médecin, docteur, j'ai la Covid, je vais mourir ou pas. Le mec ne peut pas s'engager à te dire non, tu vas vivre ou tu vas mourir. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On est aujourd'hui dans des moyennes, on peut dire, généralement, ça va se passer comme ça. Et c'est dans ça, aujourd'hui, qu'on est. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est ça, la vraie vérité. C'est qu'on ne sait pas. Par contre, on a des tableaux, on a des chiffres qui nous donnent une indication. Avec cette indication, chacun est libre de prendre sa décision. Et on doit respecter la décision d'autrui. Ça veut dire que celui qui veut prendre le vaccin, prend le vaccin. Et c'est ça. Alors, Rudy a dit quelque chose tout à l'heure. J'adore parce que c'est la première fois que j'entends la vraie vérité. C'est fort. C'est David. C'est pas la signé première David. fois, mais c'est pas la J'avais première pas fois. percuté. Comme quoi. Pour autant, Rudy disait tout à l'heure que le vaccin est là pour vous protéger, vous. Il vous appartient à vous. ce vaccin-là. Oui, c'est Ce pas vaccin, obligatoire. oui, effectivement. C'est pas Ce obligatoire, vaccin-là. oui. Mais il a raison dans les moyens de prévention de ce fameux risque. Là, par contre, je deviens très méthodique. Il y a les mesures barrières. Il y a effectivement la limitation de la circulation. C'est-à-dire éviter les regroupements des personnes, etc. et tout. Alors non, ça c'est une disposition décrétée. C'est un moyen de prévention des risques. Les mesures barrières, c'est bien c'est un débat. C'est le masque, la distanciation. Mais j'y viens. Il arrive. Je sentais veux qu'il dire, venait. Il faut être méthodique. Je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais ne Non, gardons mais l'axe. Denis a dit que c'est normal qu'on soit pas d'accord. Bien sûr. Gardons l'axe. L'axe, c'est de dire qu'on peut agir en prévention. Et dans les moyens de prévention, il y a les mesures barrières, quelles qu'elles soient. Oui, bien sûr. Il y a le décret qu'a sorti suite à l'état d'urgence qui permet de limiter la circulation par les préfets. OK? Et il y a le vaccin. Il n'y a que ces trois moyens aujourd'hui qui existent dans ce que j'ai appelé la prévention du risque de contracter la Covid. D'accord? Là, je suis factuel, mon ami. Oui, t'es factuel. Oui, t'es factuel. Là, pour le coup, oui, on est d'accord. Attends. Maintenant, dans les méthodes, il y a des divergences. Il y a des rapports. On va y revenir. Gilles a dit qu'on fait en dernière partie. Il me reste 30 secondes, mon ami. Toka chambouler l'émission chez nous. Non, 30 secondes. Tu peux y aller. Et c'est ça l'important. Pardonnez-moi, je suis peut-être trop lent. Mais non, vas-y, pas du tout. Le vaccin permet de se protéger soi. Oui. Le masque, en l'occurrence, et le gel permettent de protéger les autres. Voilà la grosse différence. Le masque, on vous dit que ça vous protège, mais en fait, c'est une protection collective. Il faut que tout le monde l'ait pour que ça vous protège. À moins d'avoir le masque FFP2, etc. et tout. Bon, je vais pas refaire le débat des masques. Le vaccin vous protège. Oui, d'accord. D'accord? Donc, maintenant, beaucoup croient, quelque part, par effet d'incidence, que mettre le masque les protège. Et Ou alors que d'être vacciné, ben, c'est bon aussi pour tout le monde. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. On y revient, bien sûr. Nous sommes d'accord. Non, c'est important. La dernière question, c'est comment on s'en sort, même si on est en plein dedans. Je voudrais qu'on aborde la question de la comorbidité. Expliquer. Et même auditeurs, on sache un petit peu plus sur ça. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. On en a trouvé beaucoup et c'est tant mieux. Mais les personnes les plus fragiles, ce sont elles qui décèdent malheureusement quand elles contractent le Covid. Oui. Je résume, hein, parce qu'il y a des statistiques, mais nous, on a fait plus ou moins une moyenne. Je rappelle qu'on a appelé les médecins pour préparer cette émission. Hein. Oui. C'est important. Donc, grosso modo, on va dire que de 18 à 40 ans, c'est la population qui est quasiment pas touchée, pas concernée par un grand nombre de décès. La majeure partie des décès interviennent à partir, effectivement, de 45 et encore plus dans la tranche 60 ans en montant. Bon, donc ce sont vraiment les personnes les plus âgées, donc les plus fragiles, celles qui sont susceptibles d'avoir ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité qui décèdent quand elles ont le Covid. Ça, ce sont des chiffres. D'où souvent le fait qu'on mélange les personnes âgées avec celles qui ont des comorbidités. D'où l'explication. On se pose sur ça. C'est important pour nos auditeurs. Des comorbidités, elles se répartissent. Alors, on ne va pas donner tous les pourcentages. Non, pas dans les détails. Attends, est-ce que tu peux définir comorbidité? Parce que c'est encore des termes techniques qu'on entend, mais qu'on ne comprend pas toujours. Non, mais c'est quoi? Alors, la comorbidité, c'est un facteur qui va, effectivement, me rendre fragile quand je suis malade. Plus fragile que quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui a un diabète, moi je n'en ai pas, il contracte le Covid. Ce facteur-là est un facteur de comorbidité parce que, effectivement, c'est le diabète qu'il a qui le rend extrêmement fragile quand il est exposé au virus.
Non, Je Là, sais pas c'est clair. si- ça je veut sais dire- pas Non, mais moi, je voudrais juste dire en gros, quand on parle de facteurs de comorbidité, pour être peut-être encore plus clair, mon cher Rudy, c'est qu'on a déjà quelque chose en soi oui, une maladie. qui fait que si on est malade, on va souffrir 2, 3, 4 fois plus. Ça sera plus compliqué ou aller plus vite. Et on risque Comme de quelqu'un mourir. que, par exemple, qui a fait une chimio et qui a son système immunitaire qui est faible. j'allais dire déficient, mais qui est faible. Et c'est Donc, pas ça veut propre dire au qu'il faut... Covid, hein. Mais Non, mais non, voilà, pour les autres exactement. virus ou des bactéries, Voilà, hein, je voulais en venir. c'est le facteur de exactement ça. Voilà où je voulais en comorbidité, venir. Absolument. Et puis, C'est un petite facteur. parenthèse, Rudy a dit, l'Ebola, on en meurt beaucoup plus. Mm. La Covid est une des épidémies où on meurt le moins, quoi, en fait. C'est ce que je veux faire Il y en comprendre. a qui sont Parce que encore moins. comorbidité, la vous cause. attrapez la dingue, vous pouvez Maintenant, avoir des problèmes. maintenant, le truc, c'est quoi qu'on a aujourd'hui? C'est effectivement les médias en parlent. Et ça devient populaire. Donc effectivement, profitons de cela pour essayer d'être plus au D'expliquer. courant, d'en discuter, d'en débattre, pour mieux se protéger, pour faire en sorte que ça tue et que ça n'a... Alors tu veux que j'en cite? Je Oui. peux en citer. Voilà, Diabète, allons-y. Ok. Hypertension. pathologie, hypertension, Ouais. pathologie respiratoire rénale, cardiaque, pathologie cardiaque, donc maladie cardiaque, Ouais. obésité, pathologie neurologique Mm. et immunodéficience. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je vais pas me lancer dans une explication médicale, mais toujours est-il que c'est facile à comprendre. On a du diabète, de l'hypertension, on a des maladies cardiaques, ou on a des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques aussi. Eh bien, effectivement, quand on contracte le Covid, mais au même titre qu'on peut contracter aussi un autre virus, Mhm. fortement de Merci Rudy, merci David. On est bon dans le débat quand je regarde l'heure. Je veux aborder maintenant l'état d'urgence, gestion française de la crise. Et nous, nos élus, quel discours ils ont tenu, quelle position ils ont eu également avant de parler des solutions. Je veux aborder ce sujet-là également parce que c'est important. Pourquoi ? Parce que quand je reçois un conseil scientifique guyanais, certains trouvent à redire, alors que les Guyanais ont demandé à ce qu'on se gère nous-mêmes sur une crise locale. Les fameuses spécificités guyanaises, l'humidité, Je comprends. fièvre jaune. T'as compris ? Oui, je comprends Voilà. où tu veux venir. Donc oui, bien sûr. L'état Parlons-en. d'urgence. Alors bon, gestion à la française et nous, ici en Guyane. Alors, je sais pas ce qu'on va te dire. Moi, quand tu as posé la question en préparant l'émission, moi, je t'ai dit, je fais pas de différence. Parce qu'il n'y a pas de gestion à la guyanaise du Covid. Ça n'engage que moi. Il y a un conseil scientifique, je l'ai déjà dit, déjà. Je t'écoute. Et avec beaucoup de respect, c'est pas une question d'homme ou de compétence. Oui, et vas-y. d'autant que ce sont des compatriotes, donc c'est pas ça la Oui. question. La question, c'est que concrètement, parce que David souvent vient sur cet exemple-là, on a un conseil scientifique en Guyane, mais qui ne prend pas de décision. Oui, c'est un avis. Qui Il ne donne fait un que avis. donner un avis. Oui. Pris en compte, pas pris en compte, chacun juge, d'accord? L'avis qui consiste à dire on ne fait pas la rentrée le 4, on fait le 11 janvier. Et le recteur fait quand même le 4. Voilà, c'est tout. Maintenant, et puis d'autres élus, l'Assemblée, les maires aussi se sont mis d'accord pour, je crois, pour qu'on met en place en Guyane. Bon, pourquoi pas. Mais in fine, moi j'entends surtout des gens qui n'arrêtent pas de dire mais pourquoi faire? Il faut que ça soit concret à un moment donné. Donc le concret en tout cas est dans les mains du préfet. Ça on l'a expliqué, ça c'est les règles de l'état d'urgence. On rappelle quand même que depuis mars 2020 jusqu'à septembre, nous avons été dans le régime de l'état d'urgence. Nous en sommes sortis un petit mois et en octobre, on y est retourné dans l'état d'urgence. Ensuite, pareil, nous avons connu le couvre-feu avant tout le monde en métropole, enfin en France. Et jusqu'à aujourd'hui, nous y sommes encore dans ces mesures qui devaient effectivement être des mesures, comme disait David, permettant de freiner. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre sur le confinement? On prend la moyenne nationale, parce que ça a été, finalement, c'est ça le point d'orgue aujourd'hui de tous les débats. Le confinement, confiné, pas confiné, ainsi de suite, et puis tous les impacts sur l'économie, on y reviendra. 3 quelques, le taux le R0, Oui. donc le Taux d'incidence. une personne, combien de personnes elle infecte? Elle est infectée du Covid. On était à 3 au plus fort de la crise, en métropole. Pour en arriver après confinement, il y a eu confinement en métropole et partout sur le territoire d'ailleurs. Et ensuite, on est tombé à 0,5. Arrivé à ce chiffre,
quand même, ça reste exceptionnel. Quand même. C'est le chiffre même, il fait rêver. C'est dit effectivement, le confinement donc marche, fonctionne. Quand on confine sur la vie sociale, sur la vie économique, sur la vie culturelle, en fait. Bref. Il y a des pays qui ont fait des choix, mais il faut voir ce que ça donne avec du recul. La France avait fait ce choix, ça a fonctionné le confinement. Voilà les faits qu'on connaît. Maintenant, on est revenu aujourd'hui au moment où on parle, on est sous le régime de l'état d'urgence qui est prorogé jusqu'au mois de juin. On va se retrouver donc avec le même système que l'année dernière. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Le président de la République, le Premier ministre, assisté du ministre de la Santé, qui ont dans leurs mains la possibilité de décréter un certain nombre de mesures. Et c'est ce qu'ils font. Voilà David, sur ce sujet. Très bien. David, sur ce sujet. Une gestion à la française. Alors, il n'est pas dit, je rajoute juste une info pour nos auditeurs et internautes. Il n'est pas dit que dimanche prochain, on reste confiné. Hein. Je crois que c'est pas vraiment ce qui inquiète. Hein. Non, mais je rajoute cette info en direct. Il faut aller voir plus loin. La question, je rajoute cette info en direct sur le Facebook Live. De façon générale, juste parce qu'on suit une mesure qui vient du national. Je veux dire, le préfet peut décider de redéconfiner dimanche prochain. C'est juste une info que je donne. Moi, la mesure, c'est pas. Non, mais je rajoute quand même cette info. Oui, c'est une info, mais voilà, qui ne changera strictement rien pour moi à partir du moment où je ne sais pas le comment, du pourquoi. Pour toi, mais pas forcément pour les hôtels, pas forcément pour l'économie. Vas-y, David. Même là, quand on en parle, je trouve qu'on mélange les choses. Vas-y. Et là, le préfet, par rapport à avant, la seule chose qu'il a de plus, c'est le pouvoir, de dire je mets un couvre-feu, je limite les trucs, etc. C'est juste ça que lui donne de plus l'État. Avant que ce soit là, un pays qui aurait été mis en place, le statut que nous aurions eu, les élus politiques qui auraient voulu en face, à moins d'être indépendants, le côté sanitaire, c'est-à-dire la santé, est une compétence de l'État, une compétence régalienne. Bien sûr. Donc c'est le titre, gestion à la française, le sous-titre. C'est une compétence partagée. Rudy. Non, mais nous n'allons pas prendre un débat. Nous n'allons pas. La CTG a des compétences sanitaires. Dans la CTG a des compétences sanitaires, mais essentiellement dans le rôle de la prévention. D'accord, ils n'ont pas du soin. Oui, mais ne peux pas dire le contraire. Non, mais c'est pour ça que je dis, ne rentrons pas dans ces débats qui, à mon avis, ne vont pas l'enrichir. Pas aujourd'hui. Gestion à la française. Mercredi prochain, si vous voulez. David m'a dit que je lui ai manqué. C'est clair. Gestion à la française. Oui. Le titre de l'émission, c'est une épidémie qui dérange. Oui. Et elle dérange surtout pourquoi ? Privation de la liberté comme première chose perçue par ceux qui la subissent. Bien sûr. D'accord. On touche quand même un droit constitutionnel. Hein. Faut y aller, quoi. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Là, sur le coup, ça s'envole. 3 jours d'émeute en Hollande. Continue. Une épidémie qui dérange parce qu'en fait, elle devient, au vu des réactions, une sorte de cache-misère, de cache-manque. Ne serait-ce que localement, on décriait déjà les capacités hospitalières 2 ans avant encore, lors de la crise de 2017, qui a duré encore après en Guyane pour tous les mouvements, en disant il faut augmenter les capacités hospitalières, la qualité de soins, quelque chose qui est dénoncé en Guyane depuis plus de 20 ans. Et sur le coup, il n'y a pas eu d'évolution. Comment on parle de crise à la française, il n'y a pas eu d'évolution. Comment on parle de gestion à la française, c'est aussi vrai en France. Sur le fait que diminuer. Ça veut dire qu'on n'a pas considéré l'importance de soigner les gens. 1 an après le début de la Covid, messieurs, avons-nous aujourd'hui augmenté ? Non, augmenté. Je ne vais pas me parler de capacité. Okay, d'accord. Est-ce qu'on a augmenté notre niveau de soins en Guyane ? La réponse est non. Quasiment 1 an après ? Non. Mais voilà, c'est ça la gestion à la française. C'est la gestion du pompier. OK ? Et aujourd'hui, comme avec les médias et la politisation de tout ça, ne pas prendre de décision est une erreur. Donc il faut décider. Et l'inventaire des mesures est long, hein, mais l'inventaire des mesures et contre-mesures est aussi très long. D'accord ? Donc on est dans une sorte de danse du ventre là qui, à un moment, fait encore plus de dégâts. On peut parler du monde économique, mais on peut parler du monde sportif et du monde culturel. Et donc on parle tout doux. La Covid tue 3 personnes sur 100. Mais combien elle tue dans les autres secteurs ? Maintenant, on va passer de ces personnes morales, ne serait-ce que les artistes indépendants qui n'ont pas pu évoluer, etc. et tout. Vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque, c'est assez simple. Alors, le quoi qu'il n'en coûte du président est bien. Mais quand on voit toutes ces variants qui sortent, en moins de 2 mois, on a les 4 variants qui sont sortis. Et il y en aura d'autres, ça fait partie, quand on écoute les épidémiologistes, de la vie d'un virus. Ce sont des Avengers, les mecs, ils ont des mutants. OK ?
Bon, en fait, ce sont des mutants. Peut-être pas des Avengers, mais voilà. Je veux dire, c'est normal que dans la vie d'un virus qu'il y ait des mutations. Donc, gros bravo aux scientifiques qui bossent là-dessus, parce que généralement, ce type de travail, comme sortir un vaccin, il faut beaucoup plus de temps. On comprend là, effectivement, la faiblesse de certaines méthodes, de certains fonctionnements, peut-être à la française. Mais tu verras ma dernière question. Non, mais je vais être vicieux là, qui vise à dire non, ça doit être gardé sous le coup de l'État, etc. et tout. Ben, on voit là, par exemple, c'est un échec pour l'Institut Pasteur qui doit arrêter sa course dans ce vaccin. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, des fois, passer par des systèmes privés est beaucoup plus efficace et on obtient du résultat. Donc là encore, une autre limite. Mais on parle de la gestion à la française. Oui. Cette gestion à la française qui fait croire qu'on est sans d'autres ressources que celle de dire on ne bouge plus. La gestion à la française, attention qu'elle ne soit pas considérée comme la grenouille qui se trouve dans la marmite là où on chauffe l'eau. Et puis la grenouille dit mais non, mais l'eau va refroidir. À quel moment elle se dit mais je peux sauter pour sortir de la casserole. Ok. Donc je veux dire maintenant, voyons le truc également de l'autre côté. La gestion à la française comparée à le reste de ses confrères européens. C'est ma question, ma dernière. Et économiquement, en tout cas, on est une bonne. J'entendais l'Espagne qui disait que si on avait, des dirigeants espagnols qui disaient que si on avait pu mobiliser les aides qu'avait pu mettre la France pour nos concitoyens, mais ça aurait été magnifique. Ça veut dire que par rapport à d'autres pays, faut le dire clairement que la France a joué le jeu sur les aides. Mais malgré ça, dans l'édito de Jean-Paul ce matin, oui, l'écart entre les riches et les pauvres, c'est encore plus creusé. Absolument. Rudy, tu vas intervenir là-dessus avant la fameuse question comment on s'en sort. Mais je vous la pose déjà, je regarde l'heure. On est bon dans le timing. N'oublie pas également. Les auditeurs dans tout ça, on va nous en vouloir. Hein. Je voulais que vous développiez d'abord. C'est pas grave, les auditeurs nous appellent tous les jours de toutes les invités. La question, justement, tu as abordé le sujet, David. Il y a des pays qui ont fait le choix de confiner totalement pendant une période, d'autres qui mettent des couvre-feux, qui enlèvent, qui remettent, etc. Il y a des pays qui ont décidé d'avoir, il y a très peu, des aides pour les entreprises, la France. D'autres pays européens regardent la France comme un beau pays qui aide les entreprises. Il faut être honnête, il faut dire les choses telles quelles. Mais certains disent, un coup on confine, un coup c'est couvre-feu, on ne sait pas comment s'en sortir. Ça, c'est ce que certains disent. Et puis dans d'autres pays où ça confine, franchement, est-ce que c'est aussi la solution ? Certains disent, regardez dans d'autres pays, enfin, chacun pointe du doigt l'autre, sauf que chacun n'a pas la même réalité. Comment sortir ? Nous, ici, Guyane, en sachant qu'on a un département français avec un président de la République qui, des fois, donne des directives pour chaque région. Des fois, il donne le pouvoir au préfet et d'autres fois, c'est lui qui prend toutes les décisions. Peut-être aussi un petit peu juridique. Tenant compte du fait que nous ne sommes pas ceux qui prenons la décision. Que quelle que soit la décision qui soit prise, on va devoir la respecter. Okay. Mais qu'on a quand même cette possibilité de se faire écouter. Je m'arrête donc à ces trois états de fait. Nous devons continuer et faire en sorte que notre avis soit entendu. Donc oui, au conseil scientifique. Oui, aux paroles des élus qui, en tant qu'élus, doivent représenter la population. Oui, aux socioprofessionnels qui doivent continuer à faire part de leur message pour qu'ils soient entendus, quel que soit le ministère, voire le préfet ou directement. Continuons à donner notre avis, et au-delà de notre avis, sur tous les corps de métier que je viens de citer, il y en a bien d'autres, l'expertise. Je veux dire, il faut arrêter de croire un moment. Il faut écouter ceux qui connaissent leur domaine. D'accord ? C'est ça. Comment on s'en sort ? On doit écouter les experts. Le conseil scientifique, quel qu'il soit. Ce sont des experts. Ils ont tous une fiche. On a fait que ça, David. Voilà. Non, mais voilà. Moi, je te dis. Non, tu as dit qu'est-ce qu'on fait pour continuer. Ok, continue. Je le disais tout à l'heure dans ma dernière intervention. Tu as raison. Cette épidémie, elle dérange parce qu'en fait, elle est un cache-misère. Posons-nous les vraies questions. On s'est posé avec la COP22 et j'en passe toute la partie écolo qui va avec. Il faut penser différemment l'environnement, etc. Je crois que c'est le moment aujourd'hui d'avoir une approche symbiotique. Rudy. Dans l'idée où aujourd'hui... Rudy Restoïque qui dit rien. Il a raison, mais c'est pourquoi je lui dis ça. Je veux dire, on doit aujourd'hui penser au monde de demain,
ok, tout en se rappelant qu'on est aujourd'hui, on doit vivre. Un exemple simple, et j'ai oublié de dire, de faire attention au masque et gel hydroalcoolique. C'est pas ça en fait. C'est le masque anti-projection, pour être précis, d'accord, et le lavage des mains. Oui. Car le gel lui-même est nocif. D'accord? Donc, je veux dire, à préférer, si on doit mettre du gel 50 fois par jour, ben, on abîme la paume de la main. Donc, en fait, c'est surtout se laver les mains, pas le gel. Mais par contre, on a tous dans notre tête, quand on va le dire, le masque, voilà, et le gel. Non, c'est se laver les mains. Et en fait, ce sont juste des mesures d'hygiène. On n'a pas besoin de la Covid pour savoir qu'il faut se laver les mains, les mecs. Tu vois? Donc, en fait, c'est quand même se rappeler quelques fondamentaux nécessaires de cette vie en communauté. Et c'est ça sur lequel maintenant on doit s'en sortir. On doit s'en sortir surtout en arrêtant de se priver, selon moi, de tout et rien. J'ai pas dit qu'il faut tout faire non plus en entendant ce que je dis. Je dis que... Tu laisses la parole à Rudy, oui, il y a la mesure d'urgence qui dit, stop, il y a un accident sur la route, tu vas pas continuer à avancer partout, tu vois qu'il y a un regroupement, tu conduis, tu arrêtes ta voiture en personne responsable. Ça, façon de parler, c'est couvre-feu, confinement, tout ce qu'on veut. Maintenant qu'on va voir ce qui s'est passé, on a l'info, on discute comment on peut passer, quelle déviation qu'on met en place, et ça c'est aussi le travail des responsables, on continue à avancer. Donc attention, maintenant, il n'y a qu'une seule voie qui est ouverte, on va rouler plus doucement, etc. Le temps mais on doit continuer, car on doit continuer à vivre. Moi, si voilà le message que je passe, on doit continuer à vivre. Et vivre, j'ai pas dit en toute insouciance. Donc on n'aurait pas dû accepter que le carnaval soit annulé. Alors si tu veux mon avis là-dessus, c'est facile de dire on aurait dû... Allons-y. Et ceci ne concerne que moi. Mais tu as raison. Si je suis cohérent avec ce que je viens de dire, il a raison de dire ça. On n'aurait pas dû annuler le carnaval au grand sens du terme. Par contre, laisser le carnaval tel qu'on le connaît, c'était de la folie. D'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un musique qu'il faut penser autrement et agir autrement. Vous croyez pas que dans notre quotidien, on agit autrement aujourd'hui par rapport à la Covid? Des fois, tu vois la personne qui a envie de la serrer dans tes bras, t'es obligé de dire, oh, gros check, pas. Tu connais pas la personne, tu l'as jamais vu d'avant, tu vas checker. Nous tous venons des petits adolescents qui checker, nous check. Alors, non, David, nous avons adapté nos comportements. D'accord. Je crois qu'à un moment, il faut entendre. Et on n'en a pas parlé, hein, de ce côté anxiogène là. On parle du vaccin, de tous ces. Devant le micro. Pardon, on parle du vaccin. C'est grave que tu aies à me rappeler ça. Ouais. On parle du vaccin et de tous ceux qui les effets secondaires, etc. Mais les effets secondaires de toutes ces mesures. Bon, l'Observatoire régional de santé a sorti un point hebdomadaire la semaine dernière où on voit le reste des pathologies qui augmentent. Ok, ce côté-là. Bon, on a compris. On a compris. Là, t'es en train de me dire d'arrêter de parler, c'est ça? Non, mais je vais laisser la parole. Pas du tout, David. Non, mais simplement, pour ne pas que tu te répètes, on a compris quelle solution pour toi. Non, alors pour finir, je conclus. Je crois qu'il faut aujourd'hui revenir sur le fait qu'il y a d'autres mesures qui existent en termes de prévention. D'accord? Et c'est normalement ces préventions qui vont sur le fait de préparer les personnes à. Je crois que nous avons oublié que le médecin est un soignant et qui peut encore mieux aider l'identification de ces fameuses personnes à risque. On doit faire en sorte que les gens aillent voir leur médecin, que le médecin puisse vraiment lui dire attention à tes choses, puisse lui donner occasion. Remettons le médecin réellement dans la chaîne, d'accord? Parce que c'est ça, on parle de santé. Le médecin est le premier contact, celui qui pourra donner un avis, c'est son rôle de discuter avec le patient et de lui dire. Deuxièmement, aider à la possibilité de se faire tester, et quel qu'il soit. Et alors, vacciner, tu veux dire vacciner ou tester? Tester, d'accord. Car tester, dans la logique de ce qu'a dit notre président, mon cher Rudy, qui vise à éviter la propagation. Tester permet une chose, notamment de savoir, au-delà de savoir si on a le Covid ou pas, j'ai envie de dire ça à la limite, c'est peut-être le moins important dans ce qu'on recherche en tant que responsable, c'est d'éviter la propagation. Donc quand on teste, qu'il soit antigénique ou qu'il soit PCR, si le test est négatif, ça veut dire que la personne ne transmet pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le Covid, hein. Ça veut dire qu'elle ne transmet pas. Je cite le docteur Kassanji,
dans une des émissions là sur Radio Pays dans la semaine. Donc ça, c'est fondamental. Et je le dis haut et fort, parce que là encore, on a regardé, d'accord, sur la santé, j'oublie le site, là, santé publique. Santé publique France. Merci. Le test antigénique fonctionne également pour les variants. On ne va pas rentrer dans le problème technique, mais c'est bien ça, d'accord. Alors évidemment, il y a des tests qui ont été retirés du marché, d'autres sont en quarantaine, etc. David, et pour finir, c'est la première fois. Mais c'est fini. Parce qu'il faut que Rudy parle. Donc voilà, renseignez-vous, Google. Merci. Merci David. Par contre, on a bien compris ce que tu voulais dire. Une question à travers, parce que j'imagine que tu vas répondre à David, à travers les propos de David, conseil scientifique, oui, non, vaccin, et comment on s'en sort, surtout. À tes yeux, bien sûr. Alors, il y a deux façons de le voir. Hein. On peut le voir du bout de notre lorgnette, c'est... On vit en Guyane, on est dans une situation particulière, je ne vais pas me répéter, tout le monde le sait, bon... un couvre-feu quasi institué maintenant, peut-être éternel. Et puis donc, en tout cas, des modes de vie qui sont complètement chamboulés. Mais quand je dis ça, c'est une généralité puisque ça touche un peu tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on en fait trop ou pas assez? La France a choisi, institutionnellement parlant, de passer par la solution de l'état d'urgence. Sa constitution lui permet. Quand tout ça a été décidé, est-ce que nous étions suffisamment concentrés? Est-ce que nous avons bien compris, chacun d'entre nous, de quoi il s'agissait? Certainement que non. On a eu l'occasion, encore une fois, en novembre, parce que le débat est revenu sur l'état d'urgence, de se dire « Ah, mais tiens, cette histoire d'état d'urgence-là, ça posera peut-être problème. » Pas de réaction, pas plus de réaction que ça. Hein. Donc, tu parles de réaction politique. Quand David dit donner son avis, à un moment donné, il y a des moments clés dans ce qui se passe. Question de timing. Ouais, il y a un timing pour effectivement se réveiller et puis se dire attention, il y a un problème. Quand on est venu du il y a eu des réunions. En tout cas, moi, j'ai été informé d'une réunion. Donc, avec les acteurs du carnaval, peut-être pas tous. Beaucoup d'élus étaient informés. Beaucoup de responsables donc étaient informés. Bon, qui change ou qui change pas, en tout cas la décision, elle n'a pas changé. Donc, à un moment donné, c'est pas quand ça commence à péter qu'il faut se réveiller et se dire, à un moment donné, si je peux me permettre de donc tu as raison, question de timing, c'est pas là qu'on prend des décisions. Voilà, qu'on va réfléchir et tout. C'est en amont, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux savoir ce qu'on fait? Non, mais c'est pas juste sur le carnaval, il en fait. Je savais pardon. Juste pour dire. Allez, laisse. 10 secondes. Les réunions il y a eu des réunions depuis novembre avec le préfet et les acteurs du carnaval. Aucune décision n'a été prise. La décision n'a pas été prise. C'est pas qu'ils n'ont pas vu. J'entends les gens qui disent qu'ils auraient dû se voir préparer avant. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, pas qu'ils n'ont pas essayé. Bon, voilà. C'est juste là, je referme la parenthèse. Ok, très bien. Oui. N'ayant pas assisté aux réunions, moi, ce que je dis, c'est qu'en tout cas, il y a eu réunion. C'est pas quelque chose, parce qu'on a entendu ça aussi, que Paris décide. Et maintenant, pour que la population se rende compte aussi de ce qui se passe. C'est Serville qui disait il n'y a pas longtemps, je crois, où il a écrit... Gouverner, c'est anticiper c'est prévoir. Prévoir. Bon. Allons-y. Bref, toujours est-il que on va effectivement, comme David le dit, devoir de toute façon à un moment donné accepter qu'il y a une situation le président de la CT émettait le vœu qui est du public. Et qui est du public, ouais. D'autres personnes, sportifs aussi, sont dans ce sens. Mon petit doigt me dit qu'il y a quand même des réunions, il y a des choses qui s'organisent au moment où on parle, de sorte de réfléchir à comment on pourrait assister à ce match et comment en tout cas ce match peut se tenir dans au stade de Marnaba avec du public. Si ça se fait, c'est là que je veux te dire, David, je veux bien qu'on donne... D'autres choses peuvent se faire. Si ça se fait pour un match de football, il faudra un jour
jours Mider qui prend du gaz aujourd'hui. Pour que les auditeurs soient au courant, le protocole, testé 2 jours avant. Les gens... Je rejoins David et je rejoins beaucoup de nos auditeurs et auditrices. À un moment donné, quand vous voyez ce genre de décision, vous vous dites, mais oui. Il est ça qui se passe. Et il faut comprendre que la défiance, et c'est général, hein, ça c'est la France, c'est la Guyane en Je suis désolé, je suis obligé de t'arrêter. Dans la vie réelle. Pourquoi je termine. Tu contournes le fait. Je termine. De Lyon. Moi, j'entends beaucoup de personnes, pas tout le monde, hein, mais les personnes qui peut-être avec c'est ce qui tue notre Guyane. Aujourd'hui, l'économie. Tu es chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise. Tu crois faut se limiter aux érudits. Dans cette organisation-là? Comme tu disais, donc, j'ai quand même continué. Et qu'après, on va vous expliquer que bah, du coup, comme il faut quand même garder. Il n'y a pas d'atteinte à la démocratie française. Nous sommes dans un système qui fait que se projeter de venir et de dire je prends la décision pour moi-même. Encore pire. Hein. On confine, parce qu'en général, quand on remplit et peuple, si elle est respectée, va pouvoir, elle, mettre son agenda en place. Je vais dire
Ce que j'entends aussi. Ben, ça a marché. Attendez. Il y a des auditeurs qui ont dit, mais les amis, non mais Tu la confines. Confiné, vacciné. C'est pas moi qui On parle. Ouais. Il faut travailler Elle est traitée. sur les. Le débat. Sera mon invité demain pour voilà, il aura aussi son avis. À donner une solution. C'est une des solutions. Donc, Me fait plaisir. Moins 20, moins 30, moins 40 et jusqu'à moins 50%. Tout le mois de Sion. T'as le cher sur tes produits. Toutes les équipes des restaurants Mipad de Respecter ton roi. Et pourquoi? Bah, la galette des rois, voyons, 1 euro. Au 5 ans, le roi du carnaval. Dis Jean-Pierre, tu n'as pas un concours de boules? J'irai faire les cours chez... Goût de terre